Éducation lorsque le cours devient la cour. Le phénomène des relations sentimentales entre élèves et son enseignant devient monnaie courante. À quelques semaines de la prochaine rentrée scolaire, la rédaction de CAM News 24 s'est penchée sur la question. C'est tout pour le sommaire. Vous êtes sur CAM News 24, bienvenue au journal. Les relations sentimentales entre enseignants et élèves sont devenues monnaie courante dans les établissements scolaires. Les jeunes filles, souvent considérées comme des victimes, se trouvent parfois dans le rôle de harceleuses de leurs enseignants pour des raisons bien connues. Entre harceleurs et harcelés, les conséquences, elles, s'assument immanquablement. Adi Poutou nous en dit davantage. Il est désormais difficile aujourd'hui de répertorier les problèmes de l'école camerounaise sans toutefois réserver une place de choix au phénomène grandissant de relations amoureuses entre élèves et enseignants. Un fléau qui du primaire au supérieur en passant par le secondaire prend de l'ampleur. Plusieurs enseignants y voient même un avantage légitime intimement lié à l'exercice de leur profession. Du côté des jeunes filles, c'est toujours un très grand prestige de parler amour avec son professeur, surtout quand cela peut faire bénéficier de certaines faveurs. Suivez mon regard, les NST, notes sexuellement transmissibles. On va aider l'élève par rapport à sa matière, avoir des notes dans sa matière, ce qui n'est pas normal. L'enfant doit travailler de lui-même, donc moi je ne trouve pas ça normal. Parce qu'il y a certains élèves qui attirent aussi les enseignants, ça dépend aussi de la façon dont l'élève vient. Parce qu'il y a des tenues scolaires où les élèves parfois viennent habillés bizarrement. Les enseignants sont les êtres humains. Allez, directement, quand il voit comme ça, une fois, deux fois, trois fois, c'est fini. Il peut se laisser aller par rapport à ça. En fait, ces relations devenues monnaie courante dans les établissements restent très critiquées dans la société. L'enseignant, vu comme un modèle pour les élèves, de par son rôle dans l'éducation de ces derniers, est généralement mis au banc des accusés, car de tels comportements ne cadrent pas avec l'éthique et la déontologie de la profession. On devrait rester professionnel parce qu'en fait il vient pour inculquer à l'enfant des connaissances. Il ne saurait être un élément pour détruire un enfant. Il est bien vrai que certains enseignants ont souvent la chance ou alors de se marier avec leurs élèves, ce qui n'est pas la norme au niveau de l'enseignement. C'est pas ça, puisque en réalité nous prenons pour l'éducation de l'enfant. Donc l'enseignant vient pour éduquer l'enfant et non pour chercher à courtiser l'enfant pour une relation personnelle. Il est même question ici pour nous, surtout au niveau du collège, de garder les lettres de noblesse, c'est-à-dire que nous devons respecter, n'est-ce pas, le cadre de l'enseignement. Donc lorsqu'on vient dans un collège, c'est pour enseigner. Sûrement, d'aucuns pensent que les responsabilités sont partagées et tous les acteurs sont concernés. Je sais que c'est souvent des rapports très très difficiles, très très compliqués, parce que tout le monde est complice. Alors, et les élèves filles sont complices, et les enseignants également sont complices. Donc c'est souvent un peu difficile à établir. Parce que même lorsque vous avez remarqué quelque chose d'anormal, en fait, l'élève non plus ne va pas s'ouvrir, ni même le professeur. Donc en fait ici au collège, moi j'ai l'habitude d'aller dans les salles de classe et puis de dire très haut ce que je pense en disant que si je constatais des rapports extra-scolaires entre les élèves et les professeurs et que ils allaient être vraiment sanctionnés. Même si, objectivement, il n'existe pas encore de test qui proscrit à un enseignant d'épouser son élève, il faut dire que ce genre de comportement observé de part et d'autre devient de plus en plus alarmant et mérite l'attention des pouvoirs publics. Les cours de répétition sont devenus monnaie courante ces dernières années. Une réalité qui remet en question le sérieux qu'accordent des répétiteurs aux élèves des lycées et collèges où ils sont aussi chargés de cours. La question se pose en outre sur des critères de choix d'un répétiteur dans un environnement truffé d'imposteurs. Se sont penchés sur la question Lisa Youmsi et Josué Ngonga.
À quelques jours de la rentrée scolaire, sur tout le triangle national, les cours de répétition vont démarrer au rythme des cours classiques. Des interrogations fusent sur la manière dont les enseignants concilient le temps réservé à l'école avec celui imparti pour des cours de répétition, étant donné que, dans la pratique, la balance se perd en général d'un côté aux dépens de l'autre. Ceci, au regard de ce constat, le traitement du corps enseignant par son employeur a un impact sur le sérieux qu'il pourrait ou ne pas accorder aux élèves de cours classiques. Mais sur la question, la réponse de cet enseignant renvoie curieusement l'écho d'une autre réalité. Pour l'enseignant qui a une conscience professionnelle, c'est d'abord les élèves, puisqu'en tant qu'enseignant, on a une journée entière à passer les élèves à l'école, en train de dispenser des enseignements. Et maintenant, les cours de répétition, ce n'est qu'après les cours, lorsque l'enfant rentre à la maison, on le soumet sur des exercices pratiques par rapport aux enseignements qu'il a reçus en classe. Voilà pour moi ce que je peux vous dire. Et dans le temps est plus accordé aux élèves qui sont en classe, puisque à la maison on n'a que 2 heures maximum de travail avec l'enfant. En des circonstances analogues, la réaction est une complaisance vernie d'une couche de franchise sur le fait l'environnement de répétiteurs surabonde d'imposteurs. Il convient en outre de relever que c'est un terrain propice des prédateurs sexuels. La question sur les critères de choix d'un répétiteur se pose à coup sûr. Le critère pour moi, ça doit être un enseignant performant lui-même. Afin de transmettre à l'apprenant, il faut qu'il soit déjà lui-même performant dans sa matière. Il y a le niveau de l'enseignant, l'établissement où il enseigne, parce que c'est aussi l'un de mes critères. Les cours de répétition sont une réalité. Il appartient à toutes les parties prenantes de prendre conscience des différentes responsabilités, car c'est l'avenir de toute une génération qui est en jeu. Les telenovelas sud-américaines n'ont pas fini de conquérir le cœur des Camerounais. Après la vague de Marimar, Rosa Salvari et autres Isaura, de nouvelles séries à l'eau de rose ont toujours bonne presse dans la société. Pour preuve, ils sont diffusés en prime time sur des chaînes de télévision. Bien que des dégâts causés par ces productions soient bien connus, nombreux sont ceux qui s'y attachent avec une passion énorme. Adi Poutou, une fois de plus, nous en présente le constat. Force est aujourd'hui de constater le succès rapide et désormais durable des telenovelas dans la société camerounaise. Une prospérité confirmée par la venue des chaînes de télévision qui offrent 24 heures sur 24 ce genre. C'est le cas de Novelas TV et Nina TV qui sont aujourd'hui la nouvelle trouvaille des passionnés de séries à l'eau de rose et qui s'en donnent à cœur joie. Des histoires d'amour qui mettent le plus souvent en scène un homme et une femme qui s'aiment envers et contre tout que les femmes s'arrachent au quotidien. Les héros ici affrontent plusieurs obstacles, des malentendus, la méfiance, les déceptions et la jalousie avant de parvenir à une union finale. De quoi rêver et s'imaginer une vie en rose dans le meilleur des mondes. Même les enfants ne sont pas en reste, ils commencent à les regarder très tôt en compagnie de leur mère et les conséquences s'en suivent. Ça détourne les enfants des réalités du monde aujourd'hui. Les enfants sont beaucoup plus portés vers ce qu'ils regardent à la télé. Ils sont plus portés à imiter tout ce qu'ils regardent à la télé. Quand ils voient 2 personnes s'embrasser, pour les petits enfants de 3 ans, après se trouvent entre eux, ils font la même chose. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, à moins de 8 ans, les enfants sont émancipés. Il est bien vrai de parler de l'amour aux enfants déjà à un certain âge. De leur parler de l'amour et sexuellement, tout ça. Mais c'est pas aussi de dire qu'on va se mettre à visionner chaque fois l'amour avec les enfants, non. Pour moi, c'est pas poli. L'éducation des enfants, parce qu'après, nous les laissons à la maison, on ne sait pas ce qui se passe avec les voisins et tous les petits amis, nous ne sommes pas à la maison avec eux. Même dans les établissements, beaucoup de choses se passent aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Les effets de ces feuilletons dans certains foyers sont souvent des plus néfastes. Oui, il y a certaines femmes qui passent toute la journée à regarder ces séries-là. Bon, pour celles qui ont des petits-enfants, elle est assise, d'autres travaillent. Ce sont les enfants qui travaillent et elles ne font plus rien. L'impact est très négatif. On a vu des femmes perdre leur foyer à cause de séries télévisées. Parce que parfois les sangs, les manies de feu, le foyer a pris le feu et la maison s'est brûlée. Et il n'y a aucun mari qui supporte ça. Bien que l'influence des telenovelas sur certains adeptes soit peu reluisante, il faut dire que le rôle régalien de ces feuilletons est de divertir. Il appartient donc à chacun d'en faire bon usage afin que ces séries ne soient pas un facteur de déperdition sociale.
peuples autochtones, le monde en compte plus de 370 millions repartis dans 90 pays. Ils représentent moins de 5% de la population mondiale, mais forment 15% du nombre d'individus pauvres. Il est donc fondé d'accorder à cette communauté un intérêt particulier et la rédaction centrale a mis un accent sur leur droit à l'éducation. Éric Ticheux s'y est penché. Le droit des peuples autochtones à l'éducation est protégé par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L'article 14 précise que les peuples autochtones ont le droit d'établir et de contrôler leur propre système et établissement scolaire où l'enseignement est dispensé dans leur propre langue d'une manière adaptée à leur méthode culturelle d'enseignement et d'apprentissage. D'autres instruments juridiques, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, encadrent le droit des peuples autochtones à l'éducation. À ces variables s'ajoute l'objectif numéro 4 du programme de développement durable à l'horizon 2030, vise à assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. En dépit de tous ces instruments, le droit à l'éducation ne s'est pas pleinement concrétisé pour beaucoup de peuples autochtones, entraînant un fossé majeur avec le reste de la population lorsqu'elles sont disponibles. Les données montrent des disparités constantes et persistantes entre les peuples autochtones et non autochtones en termes d'accès à l'éducation, de fréquentation et de réussite scolaire dans toutes les régions du monde. Le secteur de l'éducation reflète non seulement les abus, les discriminations et les marginalisations dont les peuples autochtones ont historiquement souffert, mais il reflète également une lutte permanente pour l'égalité et le respect de leurs droits en tant que peuple et individu. Le Cameroun, qui ne ménage aucun effort pour l'encadrement des peuples autochtones établis sur son territoire, entend poursuivre la sensibilisation visant l'intégration des peuples autochtones au cours de cette semaine qui précède la Journée internationale des peuples autochtones qui sera célébrée le 9 août prochain. Préparatif de la CAN féminine 2016, Lily la mascotte sort des laboratoires. Elle a été présentée au cours d'une réunion du comité local d'organisation de la composition après l'approbation du chef de l'État, dont l'implication dans le suivi des préparatifs de la CAN ne souffre d'aucun débat. Sont donc connus des emblèmes de cette cérémonie que nous présente Donna Danyuzwa. Lily, contraction des Lions et Lionnes, est la mascotte officielle de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin prévue au Cameroun du 13 novembre au 3 décembre prochain. Le comité local d'organisation de la compétition a rompu le suspense en présentant cette mascotte habillée aux couleurs nationales, vert pour le maillot, rouge pour le short et jaune pour les chaussettes. Lily, la lionne, présente aussi Maraba, soit bienvenue en arabe, qui est le ballon officiel de la compétition, déjà utilisé lors de la CAN masculine 2015. L'autre observation fait état de ce que le Cameroun a conservé le logo de la Confédération africaine de football pour ses compétitions en forme circulaire où apparaît la mention Cameroun 2016 sur un demi-cercle rose avec une étoile pour situer le Cameroun sur la carte de l'Afrique. Pour ce qui est de l'hymne de la CAN, la composition porte la signature de l'artiste Charlotte Dipanda, assisté pour les besoins de la cause de Richard Kings et d'un collectif d'artistes camerounais. Le texte, plutôt simple, se veut un hommage aux autorités sportives ainsi qu'aux actrices du football féminin que sont les joueuses. Mais cet hymne reste surtout la meilleure façon de souhaiter la bienvenue aux hôtes du Cameroun en vantant la légendaire hospitalité du pays. Ligue de football professionnel, le Cameroun veut voir clair sur la destination des frais de licence censés contribuer à l'amélioration de l'assurance des joueurs professionnels. C'est l'un des points majeurs arrêtés au conseil d'administration extraordinaire tenu le 10 août à Yaoundé. D'autres points, tels que la création des commissions ad hoc, ont aussi été débattus. Le conseil a en outre maintenu dans son ensemble le personnel actuel de la Ligue. Le point sur les 8 résolutions des assises de Yaoundé avec Michel Ateba. 4 autres commissions ad hoc ont vu le jour. Les stratégies, l'éthique et la déontologie, les passations des marchés et la commission des règlements de conflits. Autre grande décision, l'organisation des séances de formation, des arbitres mis à la disposition de la Ligue de football professionnel du Cameroun par l'Africa Foot. En d'autres mots, la Ligue va former les arbitres qui officient dans son championnat
Désormais, il y a aussi le protocole d'un accord entre la Ligue et la direction technique nationale pour la mise en niveau technique des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Mais la résolution phare est le 7e point. Le conseil d'administration recommande à la Ligue de football d'entrer en contact avec la FECAFOOT à l'effet de savoir la destination des faits de licence censés contribuer à l'amélioration de l'assurance des joueurs professionnels. En clair, la Ligue voudrait avoir sa quote-part qu'elle va reverser au club sur la forme de l'assurance en cas d'incident et d'accident. À titre illustratif, le récent cas d'accident des joueurs de la Dynamo de Douala, où la FECAFOOT n'a pas levé le petit doigt, et pourtant, dans les faits de licence revus à la hausse, l'assurance des joueurs est prise en compte. Voilà qui met un terme à cette édition, mesdames et messieurs. Surtout, restez sur Cam News 24. Au revoir.